Alors notre enjeu aujourd'hui, c'est de vraiment faire un tour d'horizon, à la fois un petit peu, global sur les grands enjeux, transition et à chaque fois d'avoir un lien toujours, notamment sur ce qui se passe dans votre région et sur, votre secteur en particulier, sanitaire et social, c'est quand même très large. Un terme qui reviendra souvent dans les slides, c'est le T2E, hein, transition écologique et énergétique. Vous comprendrez vu la taille du mot que j'ai dû faire, le choix d'un acronyme. Petit sujet sémantique, on a beaucoup parlé de développement durable depuis pas mal d'années. Rapidement de croissance verte, mais qui appelait plutôt à du greenwashing qu'autre chose. Et depuis quelques temps, quelques mois, voire quelques années, on aborde plutôt le sujet environnement et énergie sous l'angle donc de la transition écologique et énergétique, qui est voilà un prisme assez intéressant puisqu'il voilà il implique, il induit la notion de changement de modèle et, euh, et plus forcément de se mettre dans une logique de développement, de croissance, de progrès. Donc trois grandes parties à notre présentation de ce matin. Les grands enjeux, on en abordera quelques-uns, hein. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Ce que vous pouvez faire pour agir pour la transition et opérer la transition de vos établissements dans votre territoire et avec vos parties prenantes et les acteurs dans la région qui peuvent vous accompagner, auprès de qui vous pouvez vous rapprocher. Donc, que ce soit des experts sur des sujets plus techniques pour assurer la transition de vos structures, mais aussi des réseaux pour mettre en avant ce que vous avez fait, pour vous inspirer de ce qui est fait par ailleurs. Et je prendrai également quelques exemples de structures du sanitaire et social qui s'engagent dans la région sur ces sujets-là. Alors, vu du nombre qu'on est, n'hésitez pas à lever la main ou à mettre une petite question dans la conversation et on prévoira un petit temps d'échange à la fin de chaque partie si vous avez ou des questions ou des remarques ou un exemple à donner, ce sera toujours intéressant et ça permettra d'enrichir la présentation. Alors du coup, les grands enjeux, j'en ai pris trois ici. Grands enjeux de la transition. Premièrement, parce que c'est celui dont on parle le plus, c'est de passer d'un modèle d'énergie fossile à un modèle décarboné. Et là, on parle directement d'émissions de gaz à effet de serre, et notamment dans le secteur énergétique. Donc aujourd'hui, une économie qui est fortement tournée sur le pétrole, le gaz et le charbon. L'idée, c'est de s'appuyer de plus en plus sur les énergies dites renouvelables. Donc ils font appel à la biomasse, au vent, au solaire et à l'eau. Sachant qu'en France, pour vous donner un petit ordre d'idée, en termes de production d'énergie, on est entre 17 et 20 d'énergie renouvelable, le gros étant l'hydraulique, puisqu'on connaît cette technologie depuis très longtemps, qu'aujourd'hui la plupart des gros cours d'eau sont équipés. Donc ça fait plus de 100 ans hein, qu'on fait de l'énergie hydraulique. Ce qui se développe et qui va être amené à se développer de plus en plus dans les années à venir, c'est avant tout le solaire et la biomasse. Sur l'éolien, je pense que vous avez vu dans l'actualité que les mises en place de projets sont pas forcément simples. Ça se fera un peu en offshore, donc sur le littoral. Ça continuera de se faire un petit peu sur le terrestre, mais globalement, le gros du développement à venir sur les énergies renouvelables, ça va être le solaire, parce qu'il y a beaucoup de surface. Globalement, la France est un pays plutôt bien ensoleillé, y compris au nord. Donc il y a des surfaces à exploiter. Il y a une technologie qui est bien connue. Et y compris aussi donc pour la biomasse, parce on a beaucoup de ressources, notamment au niveau de nos déchets, au niveau de nos productions agricoles et au niveau de nos forêts, donc qui nous permettent d'exploiter cette biomasse pour en produire de l'énergie et à la fois de la chaleur et de l'électricité. Ce qui est intéressant parce que sur le photovoltaïque, enfin sur le solaire, on sera avant tout sur de l'électricité et, euh, et moins sur de la chaleur, même si ça existe. Petite explication, vous retrouverez assez souvent en bas à droite une petite bulle avec un lien. Quand vous recevrez la publication, puisqu'on vous la diffusera, vous pourrez cliquer sur ce lien, voir un petit peu de quoi il retourne, en lien avec la page. Et donc, je n'exclus pas et je ne me cache pas derrière cette bulle avec un point d'interrogation, c'est quid du nucléaire? Pas de parti pris là-dessus. Le fait est, c'est que sur le sujet énergie, il faut se poser la question, notamment en termes de pas de temps, parce que le temps politique et le temps médiatique vis-à-vis de la gestion de l'énergie n'est pas du tout le même que celle de la production d'énergie en tant que telle. Il faut prendre 30, 40, 50 ans d'avance, et on voit bien les sujets qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il faut entretenir, développer notre parc nucléaire, ou est-ce qu'il faut miser totalement sur les énergies renouvelables? Voilà. Le sujet est ouvert, je ne vais pas y répondre aujourd'hui, mais c'est un enjeu.
Quelques leviers. Ce qui est sûr de toute façon, c'est que nucléaire ou pas nucléaire, énergie renouvelable ou pas renouvelable, il y a un premier pas à faire, deux premiers pas à faire déjà, c'est davantage de sobriété. C'est-à-dire, on ne consomme que ce qui est nécessaire. On arrête de laisser allumer, on arrête de laisser ouvert, on arrête de produire pour rien. Ça vaut le coup, notamment pour les emballages, etc. Donc tout ça, c'est tout un ensemble d'usages à faire évoluer qui ne coûte pas grand-chose, hein. C'est pas nécessaire d'avoir des investissements complémentaires, mais il faut faire évoluer nos modes de consommation et nos modes d'usage pour éviter de laisser couler l'eau, de laisser allumer pour rien. Voilà. Donc tout ça pour dire, c'est qu'il y a des gains, il y a des économies déjà à faire à ce niveau-là, en améliorant les usages et qui ne nécessitent pas forcément d'investissement. La transition écologique, il faut penser que ce n'est pas forcément investir dans une centrale photovoltaïque ou refaire totalement son isolation. Ça sert à rien si on n'a pas fait ce premier pas. Ensuite, l'efficacité, c'est de faire en sorte que ce qui est là soit mieux utilisé. Donc là, c'est pas uniquement du gaspillage, mais c'est de faire en sorte que ce qu'on produit soit utilisé en quasi-totalité, en tout cas dans la meilleure proportion possible. Et enfin, quand on doit produire, eh ben, produisons le plus propre possible. Là encore, je ne vais pas lancer un débat, est-ce que les énergies renouvelables sont propres? Globalement, l'analyse du cycle de vie fait que quand on met en place une centrale photovoltaïque ou une centrale éolienne, on y gagne plus qu'on y perd. Il y a des sujets d'utilisation de métaux, des sujets de transport, des sujets de béton, etc. Certes, construire du nouveau, de toute façon, ça pollue. Voilà, y compris quand on est dans les énergies renouvelables. On pourrait faire le parallèle avec la voiture électrique. Mais du coup, il faut retenir que globalement, sur les énergies renouvelables, on est sur un process qui, dans sa durée de vie, est plus profitable que néfaste. Donc là-dessus, justement, sobriété, efficacité, énergie renouvelable, c'est la démarche Négawatt, donc qui est une association assez connue sur le sujet de l'énergie. Donc je vous invite à aller faire un tour sur leur site, voir un petit peu comment ils expliquent tout ça. Il y a pas mal de publications assez intéressantes à ce sujet. Alors, l'enjeu 2, c'est revoir nos modes de production et de consommation. Jusqu'à présent, on considérait que tout était à profusion. Donc, on extrait, on fabrique, on consomme et on jette, sans forcément se poser les questions aux différents process de ce qui est consommé ou pas. On s'est aperçu depuis peu que la Terre a des limites. Et donc, du coup, il faut essayer de trouver un système où on peut, dès le départ, penser à jeter le moins possible, utiliser le plus possible, réutiliser quand il faut, réemployer, recycler, pour que quand on prend quelque chose à la terre, on puisse l'exploiter à son maximum avant de devoir l'enfouir ou l'incinérer, puisque c'est la fin de vie d'un kilo de matière. Donc avec en haut à droite ce petit dessin qui peut vous faire un sujet de thèse, c'est qu'on veut réindustrialiser la France, mais en réduisant les pollutions. Donc, ce qui a permis une réduction assez importante des gaz à effet de serre depuis les années 90. Certes, on a amélioré les procédés, etc., de notre industrie, mais c'est surtout que notre industrie a été divisée par deux en France. Tout a été délocalisé. Donc, en gros, on a externalisé nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on veut réindustrialiser pour des raisons à la fois géopolitiques, des raisons d'indépendance aussi de nos modes de production, des raisons logiques et logistiques de faire au niveau local, sur le territoire, etc. C'est très vertueux, c'est très bien, mais il faudra d'autant plus réduire les émissions de pollution, les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur-là, et les transports que ça engendre, etc. Donc la question est simple, c'est comment réindustrialiser la France tout en dépolluant. Ça un enjeu. Donc ça devra encore plus accélérer le fait que l'existant devra être dépollué. Donc quelques leviers pour l'exemple, donc qui s'additionnent, hein, bien entendu. Si je prends par exemple sur l'alimentation, c'est améliorer à la fois la quantité et la qualité pour des sujets de santé, pour des sujets de gaspillage, hein. Je rappelle que dans la grande distribution, c'est 30% de la nourriture qui est jetée. Donc c'est faire en sorte d'atteindre le zéro, c'est faire en sorte que ce qui est produit sur le sol français, puisque c'est là où on a la main, soit de qualité, bio, pas forcément, mais voilà, il y a tout un tas de sujets qui peuvent, donc l'agriculture raisonnée, etc., qui peuvent faire en sorte qu'en tout cas on soit sur une meilleure qualité et qu'on puisse assurer en quantité les besoins au niveau de notre territoire.
Au niveau de la logistique, là pour le coup, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pense qu'au niveau de la Normandie, vous devez voir, hein, notamment au niveau des fermes agricoles qui se réunissent en magasins producteurs, etc. De développer des circuits courts, développer des circuits. Il y a des terminologies, hein, des made in France, le dernier kilomètre, etc. Faire en sorte que on pollue le moins possible. Le multimodal aussi, c'est-à-dire faire appel, organiser au mieux et pas être uniquement sur des camions qui viennent d'un peu partout. Organiser au mieux nos possibilités, nos opportunités en termes de fluvial. On a la chance dans le pays d'avoir globalement toutes les zones qui sont accessibles par canaux, par rivière, etc., qui sont des modèles moins polluants, utiliser le fret, bien entendu, et tout ça pour faire arriver qu'à terme, on puisse réduire globalement les émissions de la partie logistique. Et ça vaut aussi sur optimiser les flux. Par exemple, quand je vois mon camion faire le tour de la Normandie, est-ce qu'il n'y a pas des chemins préférentiels à faire pour réduire les émissions de ce camion et la consommation de carburant? Parce que derrière, hein, la réduction des émissions, globalement, il y a toujours des économies financières à réaliser. Donc pour ça, il y a des nouveaux outils digitaux qui se développent, etc., qui permettent, grâce, grâce à cette intelligence, on va dire, algorithmique, de pouvoir optimiser tout ça. Et enfin, la gestion des déchets, ce qui reprend un petit peu le schéma qui est là-haut. Anticiper, réduire et valoriser au maximum, c'est-à-dire prévoir dès le début, avant même que le produit soit créé, fabriqué, l'éco-conception, c'est-à-dire prévoir l'optimisation de son emballage, l'optimisation de sa réutilisation, de son réemploi, de son recyclage, etc. Donc faire en sorte d'utiliser les matières qui sont le plus facilement, enfin comment dire, des techniques qui soient le plus facilement réparables, des techniques qui soient le plus facilement réemployables simplement, et de faire en sorte que les matières soient facilement recyclables. Si je prends l'exemple des voitures, il n'y a pas si longtemps, on arrivait, les véhicules hors d'usage, on arrivait facilement à reprendre toutes les matières qui étaient dessus, puisque si je prends l'exemple du pare-brise, pardon, c'était juste collé par une sorte de bout de, attaché par une sorte de gaine qui était facile à retirer. On récupérait le pare-brise, basta. Maintenant, les pare-brises sont collés, ils sont très bien collés. Et du coup, quand on est un recycleur et qu'on doit récupérer le pare-brise pour en récupérer le verre, ça devient très compliqué. Donc ça nécessite, l'emploi de produits chimiques voilà, pour retirer la colle, et cetera. Donc c'est tous ces sujets-là aussi qui sont à prévoir dès l'éco-conception des produits, de faire en sorte qu'après on peut l'exploiter beaucoup plus facilement pour en assurer la fin de vie. Petit lien vers la chambre de commerce et d'industrie, qui vous concerne peut-être moins directement comme réseau, mais ils ont, une page assez intéressante sur les nouveaux modèles économiques, ce qu'on entend par l'économie de l'usage, l'économie de la fonctionnalité, l'économie de la collaboration, tout ce qui est, voilà, covoiturage, autopartage, et cetera, entre autres, l'économie circulaire. Donc cette page est plutôt bien faite, je vous invite à aller la voir, également. Et le troisième enjeu, voilà, on en commence à en parler, mais on en a très, très peu parlé jusqu'à présent. Les sujets de transition et développement durable étaient vraiment concentrés sur le changement climatique, et sur les émissions de gaz à effet de serre en tant que telles. On commence à parler aujourd'hui biodiversité, parce qu'on comprend ce qu'on appelle les boucles de rétroaction, le fait qu'on ait de moins en moins d'insectes, pollinisateurs, que, les impacts du changement climatique vont se démultiplier au niveau de la biodiversité et du coup créer des impacts vraiment en chaîne. Donc c'est à la fois l'urbanisation croissante, pour le coup en Normandie vous êtes concernés, donc c'est l'urbanisation et l'artificialisation des terres. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'habitants et de besoins et de consommation fait qu'il y a de plus en plus de logistique, donc de camions, et cetera. C'est de plus en plus de polluants aussi dans les sols, enfin dans les sols et dans les rivières, qui peuvent être émises directement par l'industrie ou qui peuvent arriver aussi par les zones agricoles. C'est, ce qu'on a fait il y a une cinquantaine d'années, c'est l'agriculture productiviste, le remembrement, tout ça qui fait qu'on a de grandes surfaces qui ont été totalement, déforestées déforestées, y compris les haies, et cetera. Donc on commence à en revenir et comprendre que remettre des haies, ça recrée de la biodiversité. Surtout, ça permet de retenir l'eau dans les sols. Donc la déforestation de façon globale, les espèces invasives, hein, ça vaut autant pour la faune que pour la flore. C'est-à-dire qu'avec des températures qui se réchauffent et globalement un climat qui change, vous avez des espèces qui n'étaient pas habituées dans votre région qui viennent prendre la place des autres. Donc c'est tout ça que ça vient modifier. Donc la biodiversité, c'est vraiment typique de la réaction en chaîne. Donc les enjeux, c'est aussi à quel horizon
on se place? Est-ce qu'on se place en 2030, voir les impacts d'ici 2030, donc de réagir vite, en 2050 ou en 2100? En gros, si je prends l'exemple du changement climatique, aujourd'hui, on va être à 1,5 peut-être en 2030. En 2050, on sera à 2, 2 et quelques. Et si on est à 4 en 2100, qu'est-ce qui se passe en termes d'impact sur le territoire? Et du coup, comment on peut réagir à ça? Derrière tout ça aussi, c'est tous les enjeux de fertilisation, de fertilité des sols, du coup, des sols qui deviennent béton, ce qui fait que quand il y a des grosses pluies, ça ravine et ça part directement faire des inondations dans les villes ou remplir les rivières. Donc voilà, c'est tous ces enjeux-là vraiment qui se cumulent. Donc comment répondre à tout ça? Bah, dans l'agriculture, hein, j'ai déjà parlé rapidement, l'agroécologie, l'agroforesterie. Derrière, c'est pas forcément un modèle qui nécessite de passer en agriculture bio, hein. Ça peut être simplement de la gestion intelligente des ressources, de faire en sorte de un peu compenser les erreurs qui ont pu être faites par le passé. Des enjeux bien entendu de dépollution, là c'est plus industriel mais pas que, c'est industriel et agricole. Donc c'est mieux traiter les effluents, faire en sorte qu'on renvoie pas n'importe quoi dans les rivières et dans les airs. Et aussi, c'est de créer des zones de sanctuarisation, des zones privilégiées. Donc, ce sont les parcs naturels régionaux, mais pas que. Ça peut être aussi sur des toutes petites zones dans des villes. C'est de créer des zones, ligues de protection des oiseaux, etc. C'est-à-dire avec de la faune et de la flore sanctuarisées sur lesquelles on ne construira rien, qu'on ne va pas détruire dans 10 ans parce qu'il faudra faire un projet de logement, etc. Il y a un sujet qui est important, c'est le sujet de zéro artificialisation nette. Donc ça, c'est au niveau des collectivités. Ça se met en place progressivement et d'ici quelques années, toutes les collectivités seront concernées, y compris tout ce qui est SEM d'aménagement, et cetera. C'est-à-dire que tout, mètre carré qui est artificialisé, donc bétonné, hein, pour faire simple, devra, être compensé par un mètre carré rendu à la nature. Si je fais simple, si je prends un parking, si vous construisez un nouveau parking, il faudra faire en sorte que la même taille de parking soit revégétalisée et rendue à la nature. Ce qui est pas forcément très simple parce que quand vous avez bétonné un parking pendant 50 ans, en dessous, le sol, il est presque mort. Donc voilà, c'est des sujets importants au niveau des collectivités qui du coup vont venir impacter aussi forcément les territoires, la ville. Donc, euh, donc ça va bouger aussi. Office français de la biodiversité en termes de lien, assez intéressant. C'est une structure qui est jeune en âge, mais qui est en gros née d'une fusion, je crois, entre 3 structures publiques préexistantes. Donc avec pas mal de chiffres clés, notamment par région, des études, des liens utiles. Sur ce sujet de biodiversité, il est vraiment important. Si je passe à voilà, la deuxième sous-partie, donc aujourd'hui, ce qui se passe chez vous, vous avez déjà eu connaissance, je crois, de cette carte qui est, je trouve, très pédagogique et bien faite, qui est réalisée par le GIEC normand. Donc vous pouvez la trouver assez facilement sur internet et qui reprend en gros les principaux enjeux et vous, pour le coup, ils sont assez spécifiques, vous les connaissez déjà depuis un certain temps, c'est notamment tous les enjeux d'érosion du littoral, qui ne peut être que accéléré par la montée du niveau de la mer. C'est aussi des enjeux de changement de température. En gros, ce que je vous disais tout à l'heure, moins de précipitations, mais qui seront plus fortes. C'est un peu ce qu'on voit ces jours-ci. Plus de sécheresse, ce qui fait que le sol va être de plus en plus dur, donc il va pas pouvoir capter l'eau. Donc l'eau, elle va partir directement dans les villes et dans les rivières. Et donc dans les villes derrière, donc avec des risques d'inondation qui augmentent. Derrière tout ça, en fait, c'est des sujets aussi d'assurance pour les établissements, c'est des sujets d'assurance pour les agriculteurs, pour les industries, pour les entreprises, parce qu'avec des risques d'inondation qui se multiplient, c'est des primes d'assurance plus élevées. C'est des fois des zones qui n'étaient pas inondables qui vont devenir inondables, qui du coup, donc des pertes de patrimoine aussi. Et des primes d'assurance qui sont plus chères. Donc voilà, aussi avec le niveau de la biodiversité, hein, c'est des températures qui augmentent, des précipitations différentes. C'est aussi d'autres espèces qui arrivent. On connaît bien la chenille processionnaire du pin, le moustique tigre, le frelon asiatique, etc. Donc ça,
Ça peut sembler comme ça des épiphénomènes, mais ça a des gros impacts sur à la fois la population d'arbres, la population d'abeilles aussi, et donc tous ces pollinisateurs qui sont essentiels pour la vie de la biodiversité et la nôtre en particulier. Aussi des sujets de santé sur la qualité de l'air. Globalement, les grandes agglomérations normandes, ça va être plus chaud. Donc, des zones de pollution, des pics de pollution, qualité de l'air plus complexe, donc à traiter, des risques bien entendu sur la santé. Donc, ce qui vous impacte aussi indirectement et directement, vous, en tant que structure du sanitaire et social. Euh, voilà, cette carte est très bien faite et vous voyez, elle est suivie d'explications. Je crois qu'ils avaient fait 8 petites vidéos pour expliquer les principaux enjeux, donc je vous invite à aller les voir. Vous trouverez facilement, vous tapez GIEC Normand sur Internet, vous trouverez facilement de l'info. Je Au me niveau de la permets région, oui. juste sur la question du GIEC normand, la carte est très bien faite. Après, ils le reconnaissent, c'est juste sans rentrer dans un état catastrophe, c'est que les prévisions ont été faites à partir du rapport du GIEC numéro 6. On a un rapport du GIEC numéro 7 et elles ont évolué depuis. Voilà, Hmm. juste vous dire que C'est ouais. un peu plus Merci effectivement. important. Le niveau de Ouais. la mer est un peu plus en augmentation, les zones de sécheresse et voilà, c'était juste pour dire ça. Mais c'est quand Ouais, même bah très important et on souhaite le faire c'est intervenir. c'est malheureux et je pense ils mettront à jour, pas forcément en moins, Non. que à chaque fois qu'ils mettront à jour cette carte. Mais globalement, c'est pour vous situer aussi. 2100, c'est loin, mais c'est pour vous situer, c'est des tendances. C'est des tendances, c'est-à-dire que ça n'arrivera pas en 2099 d'un coup que la mer va monter et que les températures vont augmenter, hein, ça vous le voyez bien et vous le savez bien déjà. Mais c'est que globalement, ces tendances vont aller crescendo d'ici 2100 et ensuite, bien entendu. Au niveau des enjeux, il y a un enjeu important justement, parce que j'en ai parlé plusieurs fois, donc les ZAN et les ZFE. Donc les ZAN, zéro artificialisation nette, ça concerne directement les communes, mais vous aussi indirectement, parce que vous êtes partie prenante des territoires. Donc, ce que je vous disais, je ne vais pas forcément redévelopper, mais globalement, en termes de rythme d'artificialisation, pardon, la Normandie, c'est la quatrième région française. Donc c'est un terrain de foot toutes les 4 heures. Et c'est 34% des communes, ça c'est assez surprenant, alors que le nombre de ménages et emplois a diminué sur leur territoire. Donc ça a continué d'artificialiser alors que les besoins n'étaient pas forcément en face, dans l'absolu. Sujet aussi sur les zones à faible émission. Je rappelle, donc ces zones, c'est qu'il y en a aujourd'hui déjà une quinzaine, et à terme, un peu plus d'une quarantaine, c'est toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Donc pour vous, Le Havre, Caen, Rouen. Euh, et à terme, c'est pas impossible que si on réduit encore le nombre d'habitants sur les agglos, qu'il y a des structures comme, enfin des territoires comme Cherbourg, Alençon, etc., qui soient concernés. Évreux, etc. Mais globalement, celles qui sont concernées dès 2025, donc les zones à faible émission, on va se baser sur les vignettes critères. En gros, si vous êtes critère 5, vous pouvez plus rentrer. Bientôt critère 4, vous pourrez plus rentrer. Critère 3, etc. Et ça va réduire comme ça. Donc, critères 5 et 4, enfin 5, ça va. Critère 4, ça va vraiment complexifier les choses, donc 2026, 2027, parce que c'est tous les poids lourds, c'est tous les camions, donc ça nécessite de mettre en place à l'entrée des agglomérations des systèmes de logistique qui permettent d'assurer, de délivrer toutes les marchandises au niveau des centres-villes, enfin des agglomérations tout court, parce que c'est pas que les centres-villes, c'est aussi toutes les zones urbaines. Donc des enjeux. Globalement, là encore, c'est est-ce que ce sera mis définitivement en place en 2025? Si je prends l'exemple de Paris, ils ont déjà commencé à négocier 1 ou 2 ans de plus. Mais à terme, ça se fera. Donc, faut anticiper aussi l'évolution de ces véhicules, d'avoir des véhicules plus propres, y compris pour le transport de marchandises, mais aussi pour le transport privé de particuliers au niveau de vos propres voitures. Et quelques chiffres pour donner un petit exemple de ce qui peut être fait. Donc ça, c'est l'ADEME Normandie en 2022. Ils ont accompagné 370 projets
donc avec 98 millions d'aides, ce qui représentait 425 millions d'investissements. Donc c'est pas anodin si on regarde en termes d'impact, hein, globalement ils ont listé ça en transition énergétique, économie circulaire et territoire durable. Globalement c'est 184 000 tonnes de CO2 par an évitées, juste ce qu'ils ont mis en place en 2022. Donc c'est 19 000 Normands, ça fait, je crois que ça, vous êtes un peu plus de 3 millions, donc ça va faire 0,6% de la population. Donc c'est peu, mais sur une année, mis bout à bout, et là on ne parle que de l'ADEME, si ça continue et qu'ils peuvent encore commander leurs impacts, continuer leurs impacts, dans quelques années, ça commencera à représenter des sommes importantes. Les biodéchets valorisés. Donc ça, les biodéchets, c'est tous les déchets organiques compostables que vous et moi jetons dans nos poubelles. Et l'idée, c'est de pouvoir maintenant en récupérer le maximum pour pouvoir les valoriser, principalement via des solutions de compost, valorisation biologique ou énergétique. Et ce qui s'est beaucoup développé aussi dans la région, c'est les territoires engagés, c'est-à-dire que derrière, il y a des stratégies, des plans voilà, des plans de développement, de transition, etc. Et ça représente 75% de la population. Donc, quand vous avez en face de vous des territoires, donc c'est-à-dire les collectivités, etc., ces sujets-là sont pris en main. Sont pris en main avec derrière des mesures. En fonction des territoires, ils peuvent être différents. Si on est sur un territoire urbain, rural, un port, etc., ça peut être assez varié. Mais vous aurez en face de vous quelqu'un qui commence à connaître le sujet et qui commence à travailler dessus. En termes de nombre de projets, vous avez quelques exemples, donc 200 projets secteur économique, 37 projets en faveur des associations, ce qui peut d'ailleurs vous intéresser sur ces sujets-là. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact ADEME dans le territoire. Et au niveau des territoires engagés, il y a l'Agence normande biodiversité et développement durable, qui est un site ressources assez intéressant et qui va lister un peu ce que je vous disais, c'est ce qui a été mis en place par ce territoire engagé, ce qui doit encore être mis en place, donc avec des exemples, des cas pratiques, etc. Donc c'est assez intéressant et ça permet, vous, en fonction de là où vous êtes basé, de vous inscrire aussi dans ces territoires engagés. Et il y a des appels à projets. Donc c'est pas uniquement financer des projets de collectivité, hein. Ça peut être voilà, des projets publics-privés ou des projets portés par des privés, notamment des structures de l'ESS comme vous. Pour les accompagner justement dans leur transition. Donc il y a voilà, regardez régulièrement ce site, il y a des appels à projets thématiques. N'hésitez pas à aller regarder, ça peut vous concerner ou vous intéresser pour vous inscrire dans cette logique-là. Alors si je sors un peu de la Normandie et que je m'intéresse plutôt au secteur sanitaire et social, médico-social, je l'appellerais sanitaire et social, vous me pardonnerez, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et ce qui est assez typique de ce secteur, c'est qu'en fait, en termes de scope 1, scope 2, scope 3, je vous explique rapidement. Le scope 1, c'est en gros vos émissions au niveau de votre bâtiment en interne. Le scope 2, ça va être la partie énergie. Et le scope 3, c'est en gros tout ce qui ne dépend pas de vous. C'est ce que vous allez aller acheter à l'extérieur. Donc pour prendre l'exemple, c'est achat de médicaments, des dispositifs médicaux, les équipements, etc., le transport des salariés. Donc c'est qui est lié à la structure, mais c'est des dépenses indirectes. Donc là, des émissions indirectes. Donc là, vous voyez que le gros du gros, en fait, c'est pas lié à votre structure directement, mais c'est lié à l'extérieur. C'est un rapport intéressant qui a été fait par le Shift Project. Je ne sais pas si vous connaissez, il est un petit peu visible, mais c'est un réseau ou un think tank lancé par Jean-Marc Jancovici, entre autres, avec pas mal de chercheurs. L'idée étant derrière de décarboner l'économie française avec quelques comment dire, secteurs qui ont fait l'objet d'analyses plus poussées. La santé en fait partie. Donc dedans, c'est santé assez large, hein. Dedans, il y a aussi bien les hôpitaux publics que le médico-social, etc. Mais le point de vue intéressant, c'est qu'il ne parle jamais d'euros. En fait, il parle uniquement de flux physiques, c'est-à-dire d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc je vous invite à aller le voir. Il y a une synthèse, il y a un rapport qui est assez complet, il y a aussi une présentation vidéo. Et il vient d'être mis à jour, il datait de 2021, il vient d'être mis à jour en 2023. Ça s'appelle Décarboner la santé, j'ai plus la suite. Mais vous le trouverez facilement et je vous ai mis le lien ici, c'est assez intéressant en termes de ce qui est mis en avant. Et ce que vous voyez à gauche, du coup, c'est les principales conclusions, là où on peut agir dans le secteur pour en assurer la transition. C'est d'agir sur les déplacements.
C'est le gros de, des économies possibles avec le bâtiment. Donc, c'est déployer des plans de mobilité, ce qui n'est pas forcément toujours simple quand on est dans ce secteur. C'est à la fois vis-à-vis des salariés, mais bien entendu vis-à-vis des usagers, des patients, des clients, peu importe comment on les appelle. Encourager les transports en commun, faire en sorte de se rapprocher de la ville pour faire que la structure soit desservie plus facilement, encourager le covoiturage, etc. Donc, il y a tout un tas de solutions, remplacer les flottes de véhicules, bien entendu. Au niveau des bâtiments, bah, on est souvent sur du bâti qui a quelques années, voire décennies, qui n'est pas forcément hyper optimisé en termes thermiques et électriques. Donc déjà massifier la rénovation du bâti, moderniser les systèmes existants, donc le chauffage, les systèmes de gestion de l'eau, etc. Et ce que je vous disais tout à l'heure, un peu en introduction, c'est que ça, les économies seront optimales si tout le monde utilise bien les locaux. Ça sert à rien voilà, de changer l'isolation si on laisse tout le temps les portes ouvertes. Donc, dernier conseil, c'est de faire appel à un référent énergie. Ce qu'on dit souvent quand on discute avec nos partenaires au crédit coopératif ou avec nos clients, c'est que vous n'êtes pas énergéticien et nous non plus. Voilà, c'est des sujets qui sont techniques. Et n'hésitez pas, il y a beaucoup de solutions, on y reviendra après, qui existent pour vous accompagner sur ces sujets-là. Autant les déplacements, vous pouvez avoir une réflexion assez poussée de votre côté, autant sur le sujet bâtiment thermique énergétique, faut faire appel à quelqu'un pour être accompagné. Autre sujet peut-être secondaire, mais pas trop, c'est tout ce qui est alimentation. C'est bien entendu le gaspillage alimentaire, privilégier les circuits locaux, le bio, etc. Ça, c'est quelque chose d'assez évident et en termes de qualité de vie, c'est déjà pas mal mis en place par vos structures. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer de le massifier. Euh, donc voilà, il y a un sujet aussi là-dessus. Et après, on va dire tout ce qui est un peu procédé, c'est notamment quand vous êtes plutôt sur la santé que sur l'insertion, les gaz médicaux, les déchets. Donc là, pour le coup, c'est comment on peut essayer d'utiliser des meilleurs outils, qui sont des outils techniques, des matériaux techniques, euh, avec des solutions à plus faible impact environnemental. Et sur la gestion des déchets, on rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte que si déchets il y a, déjà les réduire au maximum, et si déchets il y a, faire en sorte qu'ils puissent servir à autre chose. Donc c'est de la valorisation biologique, la valorisation énergétique. Alors les grands enjeux de la transition, hein, voilà, dans la filière, on n'avance pas en silo. On sait très bien que dans vos secteurs particulièrement, il y a tout un tas de sujets. Vous êtes, on va dire, des sujets à la fois de personnel, RH. Enfin, je ne vais pas les développer ici, hein, les enjeux. À la fois, vous les connaissez mieux que moi et c'est pas forcément l'objet. Et de dire que ces sujets de transition, ça vient pas forcément s'additionner à ces problématiques-là. Ça peut en répondre à un certain nombre d'entre elles. Voilà. Et à côté de ça, donc, vous voyez en violet un peu toutes les parties micro qui vous concernent directement, et en gros, voilà, le macro, ce qui se passe, sur lequel vous n'avez pas forcément la main, euh, notamment en termes de démographie, la répartition géographique, qu'est-ce qui se passe en Normandie dans 50 ans, combien il y aura d'habitants, où est-ce qu'ils seront situés, est-ce qu'ils seront en zone rurale, en zone urbaine, comment on pourra aller les adresser, la pyramide des âges, bien entendu, dans ces mêmes zones, quels seront les besoins dans l'Orne et quels seront les besoins dans le port du Havre. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là, l'économie aussi. Aujourd'hui, je pense que même nous, au niveau des banques, on a du mal à voir à moyen terme comment vont évoluer les marchés, les taux, l'inflation, etc. Donc c'est assez compliqué, surtout que ça, là encore, hein, il peut y avoir un sujet géopolitique qui change la donne un peu du jour au lendemain, ou un sujet sanitaire, hein. Là, je prends l'exemple à la fois du Covid et de la guerre en Ukraine. Les évolutions de consommation aussi, je pense que une présentation similaire il y a 30 ans aurait peut-être pas parlé des portables, aurait peut-être pas parlé des ordinateurs, de Teams. Donc voilà, c'est aussi tout ça qu'il faut essayer d'intégrer. Globalement, de toute façon, la transition écologique énergétique vise à donner plus de résilience. Réaliser des économies, certes, des économies environnementales, écologiques, et des économies financières. Généralement, l'un va avec l'autre, mais aussi voilà, d'avoir plus de résilience et d'indépendance sur des événements futurs sur lesquels on n'a pas la main.
Donc je ne sais pas si vous avez déjà des questions, des remarques sur cette première partie, ou si je continue et on garde les réflexions pour la fin. Alors, je ne vois pas forcément votre nom en entier, donc excusez-moi si je l'écorche. Je vois Amel Ordi. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui, je l'ai mis en chat, en message. Vous n'avez pas parlé de ce qui est intéressant, c'est la sobriété numérique et le reconditionnement et réemploi des matériels informatiques et électroniques. C'est un enjeu aussi Vous prêchez un qui va devenir converti. fondamental. Ouais, je peux pas malheureusement tout aborder, mais on est tout à fait d'accord et totalement d'accord sur ce sujet-là. La sobriété numérique et tout ce qui est filière, réemploi, reconditionnement, plus largement tout ce qui est économie circulaire autour des outils numériques. Bien entendu, puisque c'est consommateur de métaux, c'est consommateur d'énergie, effectivement, c'est un enjeu. C'est un enjeu essentiel et ça rentre à la limite dans l'enjeu 2 que je disais tout à l'heure, c'est de faire évoluer nos modes de production et de consommation. Et la consommation numérique est centrale, bien entendu, est devenue centrale aujourd'hui. Donc, je ne peux que souscrire voilà, à ce que, à ce que vous indiquez. Écoutez, je vous propose de continuer. Si les questions arrivent, on pourra y revenir à la fin sans problème. Donc aujourd'hui, que faire? Tout ça, maintenant qu'on a posé un peu les grands enjeux, j'espère que je ne vous ai pas fait déprimer. C'est toujours le souci quand on parle de transition écologique. Il y a énormément de choses à faire. Pour le coup, agir à la fois dans votre établissement, dans votre structure, sur votre territoire et aussi avec vos parties prenantes. Dans votre établissement, pour le coup, si on regarde la partie bâtiment ou la partie mobilité, véhicule, il y a énormément de choses à mettre en place. Savoir quoi mettre en place, pour le coup, bah, ça nécessite d'être accompagné et d'avoir les bons conseils, d'être accompagné par des structures sérieuses et d'avoir les bons conseils. C'est pas parce que on a vu que le photovoltaïque était pertinent chez le voisin que c'est peut-être le plus pertinent chez vous. Donc éclairage, CVC, c'est chauffage, ventilation, climatisation, tout ce qui est qualité de l'air, la récupération d'eau, la production d'énergie, donc là-dedans j'y mets le photovoltaïque, tout ce qui est végétalisation aussi, ce qui permet fréquemment aussi de gérer la température et d'assurer de la biodiversité aussi autour de votre bâtiment. Et système de GTB, c'est gestion technique du bâtiment, en fait je dois faire un parallèle avec la domotique chez les particuliers. En gros, c'est tout ce qui va permettre d'assurer un suivi, de voir là où il y a des pannes, des problèmes, des surconsommations, etc. Donc c'est des systèmes intelligents. Là, pour le coup, c'est le digital qui est utile et qui peut servir à à une optimisation de la consommation dans le bâtiment. Je pourrais encore en développer un certain nombre, mais au niveau des flottes, c'est aussi d'envisager ce qu'on peut faire en termes de covoiturage, d'autopartage, ce qu'on peut faire en termes de transport en commun. Donc là, ça dépend aussi beaucoup du territoire dans lequel vous êtes, des parkings sécurisés pour les vélos, produire des énergies sur les ombrières via les ombrières de parking, avoir des bornes de recharge pour les véhicules électriques, etc., etc. Sachant que globalement, le véhicule électrique sera plus utile au niveau des particuliers du petit utilitaire. On parlera de gaz naturel, même si c'est fossile, plutôt de biogaz naturel pour véhicules, pour les véhicules lourds. Donc c'est les bennes à ordures, le transport public type bus et les camions. Donc là, j'aborde rapidement ces enjeux, mais c'est pour vous dire qu'en gros, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que et j'y viendrai après, c'est un peu comment on peut poser les choses pour savoir quel sujet attaquer. Sensibiliser et former ou informer. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. En fait, là, on fait pas les deux autres sans avoir déjà s'être posé un petit peu devant une feuille blanche et avoir un petit peu impliqué la stratégie, enfin les dirigeants de la structure, voire les salariés de la structure, puis avoir des très bonnes idées aussi, et d'avoir un petit peu informé sur ces sujets-là. Combien ça coûte? Là encore, je vous ai donné quelques exemples du plus ou moins cher. Donc améliorer les usages, c'est le temps passé, éventuellement payer une formation pour, mais globalement, c'est le temps passé à avoir formé les salariés et les usagers. Une borne électrique, on est de 600 à 3 000 € en fonction de la puissance. Réaliser un diagnostic ou un audit en fonction de la taille de la structure, du nombre de sites, on est entre 1 000 et 8 000 € par mission. Là encore, derrière, c'est tous les sujets, c'est aussi comment financer. Globalement, les diagnostics et les audits, on peut
on peut trouver des subventions, des aides pour réaliser, donc qui permet d'arriver à un coût presque zéro, ou en tout cas de réduire la facture. Mais de toute façon, ce coût-là n'est jamais inutile. Même si vous le payez à 100 globalement, si c'est fait par une structure sérieuse, déjà les premières conclusions vous permettront, d'améliorer un petit peu les usages et globalement, en termes d'économie, vous vous y retrouverez très rapidement, sans forcément avoir à investir derrière. Ensuite, si j'avance en termes de rénovation électrique en fonction de combien ça coûte et de la taille du nombre d'équipements et de modifications réalisées derrière, plus ou moins cher. Une centrale photovoltaïque, globalement, c'est 1 000 à 2 000 € le kilowatt. Le kilowatt, c'est quoi? C'est à peu près 1 à 2 mètres carrés. Voilà, si vous avez une toiture de 200 mètres carrés, vous considérez, allez, 100 kilowatts. 100 kilowatts, ça vous fera 100 000 €. Voilà. Alors les conseils qu'on donne tout le temps, c'est que en termes de banque, nous, on va pas venir financer un projet qui est pas réfléchi. Enfin, honnêtement, ça va vous faire, emprunter pour rien, et c'est peut-être pas le plus intelligent. On demandera toujours à ce que ça fasse la suite à une réflexion. Donc globalement, ce qu'on donne comme conseil, c'est premièrement, déjà vous poser, devant une feuille blanche et dire: aujourd'hui, enfin, avec vos factures et cetera, aujourd'hui, ça consomme tant. Aujourd'hui, j'ai ma facture qui est passée de temps à temps en quelques mois. Je consomme, 50 de ma facture énergétique, c'est du chauffage, ou de l'électricité. Enfin voilà, c'est de se poser et d'avoir quelques chiffres un peu clés comme ça. C'est de faire une sorte de comptabilité un peu analytique de qui coûte quoi en termes de transport, en termes de bâtiments et cetera. Et je pense que je sais que vous avez été, sensibilisés sur le sujet du décret tertiaire. Donc vous avez réalisé, je l'espère, vos déclarations sur la plateforme Opérat de l'ADEME, mais qui sert un peu à poser ça parce que vous devez faire tout ce recensement de vos factures et cetera. Donc commencez à réfléchir ce sujet en interne. Après, une fois que vous avez un peu une idée des grands chiffres de ce que ça donne chez vous, c'est de faire venir quelqu'un. Voilà, c'est, là encore, je le répète, vous n'êtes pas énergéticien, on l'est pas non plus, en termes nos chargés d'affaires, nos commerciaux ne peuvent pas vous apporter cette qualité de conseil-là. Donc ça, allez voir quelqu'un. Pour le coup, nous, ce qu'on peut faire au niveau du crédit coopératif, c'est vous mettre en relation avec une structure de qualité. Il en existe un certain nombre, j'y reviendrai après, en termes d'acteurs qui peuvent intervenir. Mais voilà, pour ça, il y a plusieurs sources disponibles et il y a de nombreuses structures sérieuses qui peuvent venir, regarder ce qui se passe chez vous. Généralement, ça se passe en plusieurs temps. Ils font un premier rendez-vous pour comprendre un peu votre activité, c'est là où vous parlez un peu de vos chiffres de consommation et cetera. Après, ils viennent sur site, ils regardent un petit peu, ce qui se passe, la vétusté, de tel ou tel, équipement ou du bâtiment de façon globale. Heu, voilà. N'hésitez pas donc du coup, je vous dis, hein, demander conseil à vos partenaires. Le Crédit Coop en est un parmi d'autres, hein, mais ça peut être l'Uriops, ça peut être aussi les autres adhérents de l'Uriops, de voir un peu s'ils ont avancé dans cette réflexion. Donc voilà, vraiment des échanges de bonnes pratiques, tout ça et vous trouverez, je n'en doute pas, un bureau de qualité qui pourra venir vous accompagner sur vos sujets. Après, en fonction des conclusions de ce diagnostic ou de cet audit, il y a déjà des choses simples à faire qui coûtent rien. Et ça, j'en ai déjà parlé, c'est de former les salariés, les usagers, de les sensibiliser, renégocier si possible les contrats de fourniture d'énergie, et développer des partenariats. Donc là, c'est plus sur la logique d'approvisionnement, j'y reviendrai aussi avec des fournisseurs engagés et cetera. Donc là, il y a des liens à faire au niveau local avec les réseaux, les associations pour venir sensibiliser et former là encore, vos usagers et cetera. Donc là, il y a beaucoup d'associations d'éducation à l'environnement qui existent et qui peuvent prendre ce pas, de former aux éco-gestes. Et enfin, donc là, on arrive, une fois qu'on a fait tout ça, c'est quand on arrive à penser équipement, penser investissement. Donc là, c'est, le fameux prestataire qui aide au chiffrage, au calendrier, de dire: Ça, c'est plus important que ça, vous aurez un meilleur impact, ça vous coûtera moins cher. Je peux vous aider, à trouver des subventions et des aides. Voici ce qui existe, dans la région sur ce sujet». Voilà, donc lui, il va vous aider justement à prioriser ce qui va être le plus impactant et le moins cher. Donc c'est pour prendre un parallèle, c'est le kilowattheure économisé, qui vous fera investir le moins.
Et après, plus on va avancer et plus la performance sera plus dure à aller chercher, l'optimisation sera plus dure à aller chercher. Mais déjà, si vous avez fait les premiers équipements nécessaires, vous aurez des impacts assez forts sur vos charges d'exploitation. Si je prends que l'angle financier. Alors au niveau de votre territoire, pour le coup, là c'est un sujet qui concerne tout le monde et en fonction, j'ai envie de dire, de vos sensibilités, et personnelles, hein, je veux dire, à la fois de votre structure, mais aussi vos sensibilités, personnelles en tant que gérant, en tant que trésorier et cetera. C'est d'aller, sur un sujet qui vous touche, qui vous concerne et de vous impliquer auprès des associations, vous impliquer auprès des collectivités et de faire aussi en sorte que vos partenaires viennent s'impliquer auprès de vous, vos fournisseurs et cetera. Donc essayer de voilà, d'à la fois de monter, j'ai envie de dire, en compétence sur ces sujets-là, si c'est le sujet, biodiversité ou sauvegarde du littoral qui vous intéresse, d'essayer d'être présent, de participer à des événements. Enfin, il y a plein de solutions là pour le coup, vous êtes, dans le secteur de l'ESS, hein, donc vous les connaissez aussi bien que moi. Mais c'est de voilà, de faire, pas de faire du bruit pour faire du bruit, mais c'est de vous intéresser, de vous impliquer et vous verrez qu'au final, comme ces sujets de transition vous touchent, vous les mettrez plus facilement en œuvre dans vos propres structures. Donc si je prends le sujet là encore biodiversité, ça peut être d'envisager des hôtels à insectes, comment dire? Des petits sanctuaires, de biodiversité avec des abeilles, voilà sur des zones si vous en avez, des zones vertes et cetera. Enfin voilà, ça peut être aussi d'expliquer ce que vous avez fait auprès, de la jeunesse. Ça, c'est toujours utile et c'est toujours impactant. Donc les sujets sont nombreux, j'en ai mis quelques-uns autour, mais ce qui est plutôt, un bon site aussi, donc le RCPIE de Normandie, pour tous ces sujets d'éducation, d'expertise, formation professionnelle à ces sujets, est assez intéressant comme site de ressources. Alors petit rappel, donc avec vos parties prenantes, parce qu'aussi petit rappel, c'est que, si je remonte, excusez-moi, voilà, OK, 87 c'est des émissions, c'est du scope 3, c'est-à-dire ce sont vos partenaires, vos parties prenantes. Donc là, ce sont vos fournisseurs en termes d'alimentation, ça peut être des équipements mobiliers, vos énergéticiens, ceux qui vous fournissent, médicaments, matériel technique, matériel médical et cetera. Tous les prestataires qu'il y a sur le transport, donc à la fois l'entretien, la blanchisserie, mais aussi le transport médicalisé, c'est l'externalisé, transport de personnes, transport de marchandises et cetera. L'alimentation, là aussi, si c'est externalisé via un prestataire, les déchets et cetera. Les usagers, donc c'est aussi eux parce qu'ils se déplacent, c'est aussi, leur famille parce qu'ils viennent les voir et cetera. Mais aussi à côté de tout ça, c'est bien sûr toutes les centrales d'achat, fédérations réseau, les collectivités et cetera. Donc c'est là-dessus que vous pouvez intervenir, donc c'est à vous, en tant que structure, de dire: moi j'achète pas chez toi parce que ton produit il vient de je ne sais pas où, qu'il est polluant, qu'il coûte cher, que je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans et cetera. Et c'est là que vous pouvez avoir aussi un impact important, c'est justement en soutenant en tant que si je prends l'exemple de l'alimentation, d'aller travailler avec des fournisseurs locaux. Ça peut être un peu plus cher, donc voilà, ça peut aussi nécessiter une politique, différente. Est-ce que j'achète moins? Est-ce que je mets en place une fois par semaine, 2 fois par semaine, toute la semaine? Comment je fais en sorte de, voilà, de répercuter éventuellement ce surcoût, parce que c'est pas toujours le cas. Hem, Comment je peux répercuter ce surcoût sur, les prestations que je propose et cetera. Voilà, donc c'est tous ces sujets à se poser, mais de se dire qu'on les intègre, heu et pour avoir un impact au niveau de la structure avec les parties prenantes. Donc ces sujets-là, là encore, hein, je j'aborde pas tout forcément. L'idée, c'est vraiment de brosser un tableau assez généraliste et que vous ayez après vous voilà des petits liens pour aller fouiller davantage. Donc je ne sais pas sur cette deuxième partie, vous avez une remarque intéressante, notamment de quelque chose que vous auriez pu mettre en place? Que ce soit à la fois, en interne, de formation de vos salariés par exemple, d'un équipement que vous auriez mis en place, d'un réseau qui peut être intéressant sur le territoire pour échanger sur ces sujets-là, ou voilà, d'un projet de territoire qui peut être intéressant à partager et éventuellement de ce que vous avez pu, faire évoluer dans vos politiques d'approvisionnement et cetera. Donc je suis preneur si vous avez des exemples à partager, à notre communauté de ce matin, n'hésitez pas.
dois prendre ça pour un non. Écoutez, c'est pas grave, je vais vous donner je vous donnerai quelques exemples du coup. Continuons avec la 3e dernière partie. Les acteurs aujourd'hui en Normandie, pour assurer la transition, donc déjà ce qu'on mentionnait à plusieurs reprises, c'est ceux qui peuvent vous accompagner c'est ces experts justement, donc les bureaux d'études, les experts qui peuvent vous accompagner sur ces sujets qui sont éminemment techniques, notamment dans la partie énergie. Donc ils peuvent vous accompagner à la fois, ce que je vous disais tout à l'heure, faire les échanges amont, assurer ensuite le diagnostic, l'audit sur le site, faire le calendrier et le chiffrage et ensuite, assurer, l'AMO, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est de vous accompagner aussi, dans, le choix du fournisseur de matériel, dans la construction, dans ceux qui vont intervenir sur place et aussi, une fois que l'équipement est mis en service, c'est aussi d'en assurer la supervision, c'est le suivi et cetera. Et bien entendu, vous essayez de trouver le maximum d'aides et de subventions pour financer ces équipements ou ces formations à mettre en place. Alors 2 sujets intéressants, au niveau du secteur, et du territoire pour le coup. Donc secteur, c'est les CTEES, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il y en a, c'est assez récent, il y en a 150 qui ont été nommés et qui sont en cours, d'être nommés en France. C'est des conseillers, transition écologique et énergétique en santé. Donc en fait, c'est des personnes qui vont venir sur des sites de santé publique, privée, médico-sociale, et cetera, avec des coordinateurs régionaux. Donc il en est prévu 5 sur la Normandie. Je n'ai pas trouvé, mais ça devrait arriver sous peu, une sorte d'annuaire en fait avec ces 5 personnes à contacter et leurs contacts, mais ça va arriver sous peu. Donc ce sera principalement sur le sanitaire pur aujourd'hui, mais progressivement l'idée c'est que ça se développe sur le médico-social. Donc en fait leur rôle ça va être d'accompagner dans la mise en place, des politiques de sobriété, d'énergétique, de réduction de l'empreinte environnementale au sens large. Donc c'est pas que le sujet énergétique, mais c'est le sujet aussi écologique. Donc suivez un petit peu comment ça évolue autour de chez vous sur ce sujet-là, ça peut être vraiment des personnes ressources intéressantes et voilà, c'est une initiative publique, hein, donc je ne crois pas a priori que, il est prévu de faire payer sa prestation, donc ça peut être intéressant pour vous, de faire venir un CTES dans votre structure. Donc suivez ça, notamment je pense que le meilleur site ressource globalement sur les sujets de transition écologique, c'est vraiment le site de l'Adréal Normandie, donc Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, avec une page dédiée. En gros, qui sont les acteurs à aller voir? Ils parlent des CTES, ils parlent de beaucoup de choses, ils mettent en avant les appels à projets, donc c'est un site vraiment, en ressources intéressant pour vous. Et autre, sujet, donc là, c'est plus sur le territoire que sur le secteur, santé, sanitaire, au sens large. Donc c'est, ce qui se développe de plus en plus aussi, c'est les agences locales énergie-climat. Pour l'instant, il y en a aucune en Normandie, mais il en est, une bonne dizaine tous les ans. Et en fait, ces ALEC, sont créés par plusieurs collectivités ou un département et interviennent sur le territoire de ces collectivités ou de ces départements. L'idée, c'est d'accompagner les structures qui n'auraient pas forcément les moyens d'aller chercher des acteurs privés pour le faire. Donc en gros, ça va être du grand public, ça va être des collectivités, des petites collectivités, du logement social, voilà, du petit logement social, et les acteurs privés aussi, notamment de l'ESS. Donc c'est à la fois de les sensibiliser, mais aussi de réaliser quelques missions de diagnostic, de les accompagner voilà, dans les définitions de ces enjeux-là. Donc c'est, voilà, assez intéressant aussi et je pense que prochainement, il y en aura une en Normandie. Espérons-le, donc ça aussi à suivre, comme les CTES, ça peut être des personnes ressources intéressantes pour vous mettre le pied à l'étrier et essayer de définir les premiers pas à faire sur les enjeux de transition écologique. Alors ensuite, pour aller plus loin, donc là, on est vraiment sur les CTES et les ALEC, on va dire sur la première partie. Mais quand vous souhaitez aller plus loin et commencer à avoir un diagnostic vraiment précis de ce qui se passe sur votre site, là, je vous ai mis 2 exemples, hein, il y en a d'autres qui existent, hein. N'hésitez pas à aller voir le site, que j'ai mis en bas à droite, qui est le site de l'AT2E, où en fait, il répertorie tous les bureaux d'études, experts sur ces sujets-là. Donc si je prends l'exemple de Dimoe, eux, ils ont une bonne connaissance vraiment poussée sur tout ce qui est qualité de l'air, chauffage, ventilation et cetera, sur tout ce qui est eau aussi. Donc ça, c'est les structures à faire venir. Après, leur mission est payante, mais il y a des possibilités aujourd'hui même si
c'est des structures privées et donc avec des missions payantes, de le faire payer par des aides ou des subventions. Donc, comme je vous ai dit, les quelques milliers d'euros que vous mettrez sur une mission de ce type seront pas perdus. Loin de là. Globalement, on dénombre sur ces sujets énergétiques et écologiques, il y a à peu près plus de 500 bureaux aujourd'hui dans toute la France. Certains sont vraiment thématiques, d'autres sont assez larges, certains sont de grande taille. On peut parler d'ETI, d'autres c'est plutôt des bureaux très locaux. Donc voilà, n'hésitez pas. Le meilleur conseil que je vous donne, c'est aller voir. Il faut qu'ils aient un site web. Vous allez voir un petit peu les références de ce qu'ils ont mis en place. Si c'est proche de vos enjeux, c'est intéressant. S'ils ont des certifications, il y a des certifications officielles ISO, RGE, donc c'est un reconnu garant d'environnement, etc. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu leur site web, ce qu'ils mettent en avant et tout, et vous verrez assez vite si vous avez affaire à une structure sérieuse. S'ils sont suffisamment staffés aussi, parce qu'un bureau d'études à une personne, je suis pas sûr qu'il puisse intervenir rapidement chez vous. Alors que quand il commence à être 10, 15, 20, 50, là il peut être réactif et vous accompagner dans la durée. Donc voilà, le meilleur conseil, c'est aller voir un petit peu s'ils sont sérieux, s'ils ont des références, s'ils ont des certifications, et à ce moment-là, vous pouvez les faire venir chez vous. Déjà échanger avec eux par téléphone et puis les faire venir chez vous à terme. C'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est d'aller vous renseigner soit auprès d'eux, soit dans un premier temps auprès du CTES et de l'ALEC, pour avoir cette vision experte des choses, pour vous accompagner. Alors pour le coup, sur ces sujets-là, vous êtes bien fournis en Normandie. Donc là, je vous ai mis à chaque fois les liens sur chaque logo. Je ne sais pas si vous connaissez si vous connaissez ces différentes structures. Donc vous avez le réseau Graines Normandie. Donc là, c'est vraiment sensibilisation à l'environnement, mais auprès de toute structure, hein. C'est pas que de la pédagogie auprès du grand public. Il y a des événements, des formations. Ils peuvent réaliser des formations aussi, ce qui est assez intéressant, notamment ce qu'on disait tout à l'heure sur les usages. Biomasse Normandie aussi, qui est un réseau, contrairement à ce que son nom indique, et je l'ai mis ici, ils sont bien entendus sur le bois énergie, la valorisation biologique énergétique, le sujet compost, gestion des déchets organiques, etc. Mais ils sont aussi de façon plus large sur l'énergie et sur la gestion énergétique. Il y a pas longtemps, pour fêter, je crois, c'est leur 40 ans, ils ont fait un grand tour en Normandie, en fait, avec des visites de projets. Donc ça, c'était au printemps, enfin, qui vient de se terminer, mais vous pouvez aller voir sur leur site un peu ce que ça a donné, les projets qu'ils ont visités. Des choses assez emblématiques et intéressantes. Et je pense que, voilà, pour les événements à venir, c'est intéressant de se rapprocher de ce type de structure ou de la NBDD pour montrer ce que le secteur du sanitaire et social, ce qu'un adhérent de l'URIOPS peut mettre en place et voilà, qui mettent un peu en avant aussi vos initiatives et vos projets et éventuellement, voilà, qui viennent tourner un petit film ou faire une interview de ce que vous avez pu mettre en place. Je pense que c'est intéressant et ça vous donnera un petit peu de visibilité sur ce sujet-là. Et donc n'hésitez pas. Donc j'en ai déjà parlé, la NBDD, donc une centaine de partenaires, même si c'était créé par l'État initialement, mais là aussi c'est assez intéressant parce que c'est des ateliers grand public ou techniques, donc c'est assez intéressant, des choses assez concrètes. Donc là aussi, allez voir leur site et de ce qui s'organise et n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour un peu travailler sur ces sujets-là et partager votre vision des choses ou ce que vous avez pu mettre en place. Et sur le sujet peut-être plus économie circulaire, il y a le labo Nessi, c'est assez intéressant, donc Normandie économie circulaire. Donc là, qui mettent en avant les initiatives qui ont pu être mises en place dans la région. Et enfin, organisé par la région, enfin par à peu près toutes ces structures-là, c'est les rencontres normandes du développement durable. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet événement. Le dernier a eu lieu en novembre, je crois, 2022, c'était à Caen. Et je n'ai pas trouvé de lien vidéo vers la conférence, mais en tout cas, vous avez le lien vidéo vers la 4e conférence qui a eu lieu fin 2020 et qui est assez intéressante. Donc, n'hésitez pas à prendre date pour celui de 2024 et essayer de montrer et de défendre la vision de la transition écologique dans le sanitaire et social. Et quelques petits exemples, enfin, pour terminer, je vérifie l'heure, ça va, on est bien. Quelques petits exemples de structures qui s'engagent, ce qui se développe beaucoup, et on a d'ailleurs parlé
tout à l'heure, notamment par l'intervention de Hamel Ordi, de Monsieur Hamel. Du coup, c'est notamment le lien entre le sanitaire et social et l'économie circulaire, pour faire simple. Je pense que vous avez tous entendu parler de recyclerie, de ressourcerie, d'économie circulaire. Et ça, c'est vrai que c'est un lien qui fonctionne assez bien, de lier l'insertion, de lier le handicap, de lier la petite enfance, de lier les seniors, etc., avec ces sujets de réemploi, de local. Ça fonctionne bien. Donc un petit exemple ici, hein, il y en a énormément d'autres. Et d'ailleurs, à ce titre, je vous invite à aller voir le site dédié de l'ADEME Normandie, où ils mettent en place, enfin où ils montrent un peu les initiatives qu'ils ont pu soutenir. Donc il y en a quelques-unes dans le sujet économie circulaire. Donc les bâtineurs, une entreprise d'insertion qui récupère des déchets de chantier pour les valoriser, les réparer si besoin, et ils vont ouvrir un magasin aussi de produits de BTP de seconde main. Donc ça, c'est essentiel parce que c'est un secteur, pour le coup, très polluant et qui fonctionne beaucoup sur du neuf. Ce qui est un peu dommage parce que bien souvent, on peut récupérer beaucoup de matières du secteur de la construction, du BTP au sens large. Ça vaut aussi pour le bricolage, l'aménagement, etc. On pourrait faire profit de ce qui est récupéré sur des chantiers de particuliers comme vous et moi, et bien entendu des chantiers de construction publics ou privés, et les réutiliser à bon escient. Donc il y a une petite vidéo qui dure pas longtemps, qui dure 3-4 minutes, qui présente un peu ce que sont les bâtineurs. De mémoire, ils sont Vertot. Voilà. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est dans le 76. Mais bon, c'est un exemple qui vaut parmi d'autres parce qu'en fait, c'est souvent des structures vraiment territoire, du local, et vous en avez vraiment un petit peu partout. Et pour en trouver d'autres, d'ailleurs, vous pouvez aller sur Carteco, donc la cartographie interactive des acteurs de l'ESS engagés dans la transition écologique. Donc c'est une carte pour toute la France, c'est une carte interactive, et là, le lien que vous avez vous emmène directement en Normandie, et vous verrez un petit ce qui se passe dans votre territoire autour de chez vous. Autre exemple qui est assez emblématique du coup de la région, donc c'est à Dieppe, c'est l'Estran Cité de la Mer. Donc c'est à la fois une association de sensibilisation, ils font aussi des études techniques et biologiques autour justement de l'environnement de la mer et du littoral. Mais c'est aussi beaucoup d'actions pédagogiques, c'est un musée, c'est des événements grand public, c'est des événements aussi pour les personnes fragilisées ou en insertion. Et c'est aussi des chantiers d'insertion et d'entreprise d'insertion. Donc, et entreprise d'insertion. Donc ça, voilà, une vocation à la fois sociale forte sur cette thématique environnementale. Et donc j'aime bien voilà, cet exemple-là que je reprends assez régulièrement, même dans d'autres régions. Qui est assez marquant, je trouve, parce que c'est à la fois du territoire, c'est à la fois une thématique vraiment majeure liée au territoire, qui est la préservation du littoral, et ça montre qu'aussi on peut être très engagé socialement avec des sujets environnementaux. Et quelques autres exemples, là encore, je vous ai mis les liens, Naturolin, donc ça c'est entreprise d'insertion qui valorise les déchets plastiques et les polystyrènes. C'est en même temps une SIC, donc elle coche vraiment toutes les cases ESS. Exemple de ce qui a été mis en place par le centre Baclès, donc qui est à Caen, c'est un ESPIC spécialisé sur le cancer. Et ils ont mis en place un plan de déplacement entreprise et beaucoup d'initiatives sur la mobilité, sur le vélo, sur sécuriser les vélos, faire en sorte qu'il y ait plus de salariés et d'usagers qui viennent en vélo. Et ils ont aussi beaucoup discuté avec la collectivité pour faire en sorte que le site soit au mieux desservi, aux meilleurs horaires possibles, sur des sujets de mobilité verte. Donc c'est assez intéressant sur cette partie mobilité. Là, pour le coup, pour vous montrer aussi que c'est pas forcément du monofilière, mais que ça peut être des enjeux vraiment de territoire. C'est les vitrines de Rouen. Je ne sais pas si les Rouennais autour de notre webinaire ont entendu parler. C'est en fait un plan de déplacement inter-entreprise entre les commerçants et les professionnels du centre-ville. Et j'ai pris cet exemple pourquoi? C'est que vous, en tant que structure du sanitaire et social, etc., vous pouvez totalement vous intégrer dans ce type de projet de territoire. Voilà, c'est pas cloisonné ESS, c'est pas cloisonné sanitaire, donc je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire et vous êtes une structure parmi d'autres qui pourrait très bien profiter de ces plans de déplacement entreprise qui visent justement à optimiser le fait de desservir ces structures-là, ce qui aide aussi notamment les petits commerces à survivre en centre-ville.
et faire en sorte que ce soit plus simple d'aller en centre-ville que d'aller dans les zones périurbaines, dans les centres commerciaux. Voilà. Donc l'idée aussi, c'est de revitaliser un peu tous ces centres-villes en facilitant leur accès. Et NRTR pour terminer, donc là c'est assez intéressant aussi, c'est une association de formation à l'éco-construction par l'utilisation de matières locaux et durables. L'idée c'est de valoriser le patrimoine local en utilisant des matières premières et des matériaux les plus locaux possibles. Et l'idée c'est de former les gens, les particuliers comme vous et moi, pour qui réparent ou qui participent à des chantiers de rénovation et de réhabilitation à partir de matières durables. Donc voilà, quelques exemples, il y en a énormément d'autres, hein, il y en a des centaines et des centaines, donc allez voir sur Carteco et sur l'ADEME Normandie, entre autres, des exemples de structures qui s'engagent. Là, j'en ai encore, c'est 5 minutes de recherche sur internet, de ce qui peut se passer dans le sanitaire et social, notamment sur, voilà, la seconde vie, un service à Honfleur de mobilité solidaire. L'idée, c'est de personnes, de pouvoir, comment dire? Véhiculer des personnes âgées plus simplement. Le restaurant éco-responsable, 4 communes qui s'engagent et l'EHPAD aussi, de Brionne voilà, qui s'engage dans cette démarche de l'intercommunalité pour augmenter les approvisionnements en produits locaux. Donc là, on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure, en termes d'implication dans les réseaux locaux et ce que vous pouvez faire pour influencer vos parties prenantes. Et voilà, un autre exemple encore de l'EHPAD sur la modernisation de ses équipements. Donc voilà, on a de tout. On a des choses qui coûtent rien, des choses qui rendent visibles, des choses qui mettent en avant ce que vous avez pu faire, des choses qui impactent vos parties prenantes et aussi des choses qui coûtent, notamment la modernisation des équipements. Donc là, on commence à parler investissement, subventions, emprunts, etc. Donc voilà, pour conclure, n'ayez pas peur de ce sujet-là. Je pense qu'il faut le prendre en main. Je pense que vous l'avez déjà fait. Continuez de le faire. Il y a vraiment des sujets qui sont hyper variés, qui ne concernent pas uniquement l'efficacité énergétique du bâtiment ou la mobilité verte. Il y a aussi des sujets d'implication et de pédagogie à avoir. Donc voilà, vous pouvez envisager plein d'implications. Elles sont bien entendu cumulables. Et il y a beaucoup de moyens de vous financer quand vous avez besoin voilà, de verser des euros. Donc il y a des kits d'accompagnement comme celui de la NAP au décret tertiaire. Je sais que ça a été un enjeu pour vous. Il y a des aides à l'innovation si vous avez un projet un petit peu ambitieux en termes de logistique, d'organisation. Donc il y a le dispositif idée innovation. Les exemples de contrats de territoire aussi, de voir ce qui se passe au niveau des collectivités et voir comment vous pouvez vous intégrer dedans pour être partie prenante de ces projets-là et de ces initiatives-là. Et enfin, quand on arrive sur des sujets plus d'équipement et d'investissement, il y a bien entendu des aides à investissement. Ici, j'ai mis le lien de la région Normandie quasiment à chaque fois, mais il y a bien entendu l'ADEME, etc., qui est derrière, pour aussi vous accompagner. Et au-delà de ça, pensez que quand vous aurez des investissements à faire, c'est que vous n'aurez jamais la totalité assurée en subvention. Vous irez chercher l'argent le moins cher, ce sont des aides, des subventions, mais vous aurez 20 à 80% de votre projet qui nécessitera d'être financé par dette bancaire. Donc là, pour le coup, je vous donne un petit exemple de ce qu'on a pu faire en termes de partenariat avec la fédération des PEP. C'est qu'on a lancé un produit, en fait. L'idée, c'est de mettre en relation avec un bureau d'études, ce que je vous mentionnais, qui est la première étape. Il fait sa mission, il définit un petit peu les besoins en termes d'équipement, etc. Et du coup, le crédit coopératif, derrière, apporte un prêt avec des conditions un petit peu préférentielles pour assurer, sur une durée dédiée, etc., pour en assurer le financement et, heu, et voilà. Donc vous pouvez essayer, pour que la PEP en question puisse acquérir, enfin faire les travaux de modernisation, et cetera, d'isolation, enfin en fonction des besoins qui ont été identifiés. Donc voilà, il y a des choses qui existent, les moyens sont mis en place, c'est des moyens techniques, c'est des moyens financiers. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour de tous ces liens que j'ai pu vous mettre. Ils sont assez nombreux, mais ça vous aidera, je pense, à un peu cibler ce que vous souhaitez faire. Et donc je vous ai mis là encore quelques petits liens, mais en gros, c'est grosso modo la plupart des liens que vous retrouverez sur les pages précédentes. Et n'hésitez pas à nous contacter non plus. Enfin, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Heu, Au niveau de nos centres d'affaires, on en a 3 sur la région. Donc au niveau de Caen, Noémie et Karine seront ravies de vous répondre si vous êtes dans le Calvados, l'Orne
ou la Manche. Au niveau du Havre, Justine sera également très ravie de vous répondre si vous êtes dans la Seine-Maritime Nord, et Cédric à Rouen si vous êtes dans l'Eure ou la Seine-Maritime Sud. Allez voir aussi notre site, n'hésitez pas. Je ne peux que vous envisager, vous serez bien accueillis, vous aurez un petit café et on vous engagera pas à signer un contrat. Donc voilà, n'hésitez pas à aller échanger au maximum avec vos parties prenantes, et le crédit coopératif en est une. Voilà, sur votre vision des choses, sur ce qu'il convient de faire, sur les conseils qu'on peut vous donner. On Quand je disais la petite blague, on vous forcera pas à signer un contrat, c'est que ces échanges-là, je pense, sont précieux, peuvent vous être utiles, et je pense que c'est aussi le rôle d'une banque comme nous voilà, d'échanger avec vous, de d'apporter vos conseils, et nous aussi ça nous fait évoluer. Et je ne sais pas si vous avez des questions pour terminer, ou Simon, si vous souhaitez, peut-être conclure, la présentation du jour? Oui, bah, déjà un grand merci pour votre, tableau assez large de l'ensemble des acteurs et des initiatives qui ont été prises, sur la Normandie et ce qui est possible de faire. Ma première question, c'est est-ce que vous savez si aujourd'hui, ce qu'on appelle nos financeurs dans notre secteur, de type ARS et les départements et aussi, la direction, régionale de l'emploi, de l'économie, du travail et des solidarités, a aujourd'hui ouvert des lignes de crédit dédiées à cette question, de la transition écologique? Alors, ce sera à compléter par une petite recherche, je pense, de votre côté, parce que sur la Normandie, je ne saurais pas vous répondre exactement. Je sais que l'ARS, c'est plutôt mettre en place des moyens plutôt techniques, déjà. La DREETS, je crois, il y a des appels à projets en cours. Donc, il faudrait regarder, à la limite, je pense que après, avec l'envoi du support, je pense que ce serait intéressant je vais regarder aussi, moi, de mon côté. Parce D'accord. qu'en regardant lors de la préparation de ce webinaire, j'avais vu justement je crois qu'il y a des lignes prévues, Très bien. sur Parce certaines thématiques particulières, ouais. parce que c'est souvent ce qu'il y a un peu dans les structures et là je laisserai peut-être les adhérents aussi y répondre, c'est qu'il y a forcément des bonnes volontés, et l'envie de s'investir dans ces chantiers, mais ce qui vient freiner en priorité, c'est quand même, le temps est y passer bien sûr, mais aussi les moyens qu'on peut Les y moyens, ouais. mettre étant Mmh. il y a Bah, les quand même moyens, des moi, effectivement, et là encore, c'est aussi c'est un travail que, du coup, vous connaissez encore mieux que nous, c'est, ce travail de candidater à des subventions, de savoir ce qui existe, de candidater à des subventions, c'est absolument énorme. Donc c'est pour ça que, là encore, le conseil que je vous donne, c'est le bureau d'études. Dites-lui, «Je ne sais pas comment financer ça, dites-moi ce qui existe», et mmh, éventuellement, il peut même vous aider à remplir les dossiers. Ça dépendra du bureau que vous allez voir, mais au moins déjà, tout ce travail de recensement, il peut le faire pour vous. Et ça, c'est essentiel, parce que enfin, d'accord. excusez-moi du terme, mais c'est un bordel monstre. Enfin, c'est très lourd, c'est compliqué. Donc sur ces sujets-là, il y a beaucoup de choses qui existent. Donc n'hésitez pas à lui demander, en fonction du projet qui fait sens, dans votre structure, combien je peux avoir et qui je peux aller voir. Voilà. Je pense En que c'est parlant le de bureaux ouais. d'études, est-ce que vous avez connaissance de bureaux d'études qui seraient un peu spécialisés dans notre secteur, même si j'imagine que ça reste quand même très, généraliste parce qu'un bâtiment reste un bâtiment. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a certains qui ont une sensibilité du secteur social, médico-social et sanitaire? Pas forcément. Effectivement, Pas c'est plutôt forcément. la logique, un bâtiment reste un bâtiment. Il y en a certains qui auront une capacité un peu plus technique d'aller comprendre ce qu'est un hôpital, un EHPAD, et cetera. Mais honnêtement, vous le voyez assez vite au niveau des références. C'est sûr que si vous êtes un EHPAD, par exemple, ou allez, un ESPIC ou un hôpital, heu, si vous devez choisir, vu que vous avez quand même une grosse structure, si vous devez choisir un bureau et regarder un peu le bureau qui existe, regardez les références. D'accord. Si vous êtes sur un bureau d'études qui va avoir fait que des surfaces enfin que du photovoltaïque en toiture, de grandes surfaces, commerciales, bon, c'est peut-être moins intéressant. Parce que je pense que Mmh. vous, faut quelqu'un qui sache analyser les procédés, les process, les équipements, parce qu'on est sur des équipements très techniques, les scanners, les trucs ça, et cetera. Donc là, je pense, on peut vous donner on peut vous mettre en relation avec une structure qu'on connaît, qui sera pas normande, mais qui intervient, sur toute la France. On n'est pas aussi chauvin que ça, hein. Hem Et d'accord. Bah, nous, de notre côté, l'URIOPS, on va s'engager toujours auprès de vous, les adhérents, à développer ce type de webinaire, aussi essayer de cartographier de manière de plus en plus précise les acteurs, qui sont engagés dans cette question de la transition et qui peuvent vous accompagner. Donc voilà et surtout, bien sûr,
on essaye, on tente de faire une liste de toutes les aides financières que vous pouvez avoir. Mmh. Voilà, Sachant que effectivement, c'est pas simple parce que c'est évolutif. Certains, des fois, c'est c'est appel ça, à projet, donc ça dure quelques mois, donc le temps de le voir, des fois, il est déjà parti. D'autres, c'est de plus long terme, donc c'est effectivement c'est un métier. c'est ça. Mmh. Très bien. Et ben, je vous propose qu'on clôture et je vous remercie, monsieur de Gouve. Merci à vous tous, puis Si, n'hésitez pas, si vous avez très des bien. questions. Et nous, on s'engage à vous envoyer rapidement le support pour ceux qui ont Mmh. participé. Voilà. Et bonne journée à vous surtout. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Tiens, Marie, pensez peut-être à arrêter l'enregistrement et ne vous déconnectez pas tout de suite, parce qu'en fait, vous allez recevoir un lien dans le fil de conversation pour télécharger la vidéo. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça. C'est déconnecté trop vite et du coup, j'ai pas pu récupérer le lien.